Bonjour, bonjour! Il y a beaucoup de monde ce soir. Merci à tous d'être venus. Je pense qu'on vient de battre notre record officiellement. C'est plein. Fait que, merci. Donc, soyez indulgents de vos voisins, s'il vous plaît. Je le sais, là, vous êtes proches, mais gars, on s'aime, fait que ça va être parfait. Donc, bienvenue à notre événement Psychologie aujourd'hui. C'est un des derniers événements de l'année, malheureusement. On a déjà presque fini. Mais j'espère que vous allez passer une très, très belle soirée avec nous ce soir. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2017. On fait des événements comme ceux ce soir à Sherbrooke, mais aussi à Trois-Rivières et à Montréal. On a aussi un podcast, on donne des formations en vulgarisation scientifique. Bref, on fait plein d'affaires. Ce soir, petite variante, on a 6 présentations différentes. Les présentations vont donc être d'une durée de 8 minutes. Il va bien entendu avoir une période de questions après chacune des présentations. Donc, il y a un micro à l'arrière. Sinon, vous pouvez aussi parler très fort pour qu'on vous entende jusqu'à l'avant, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas vous déplacer jusqu'au micro. Ce sera pas long, il faut que je sorte mes notes. Donc, il va y avoir un petit quiz à la fin, donc restez attentifs, écoutez bien les présentations, parce que les personnes avec le plus grand nombre de bonnes réponses risquent de gagner des prix. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier d'abord nos collaborateurs pour la soirée, soit l'Association étudiante de psychologie de l'Université de Sherbrooke, ainsi que le regroupement... Ah oui, applaudissez-les, c'est bon, c'est bon. Ainsi que le regroupement des étudiants et étudiantes des études supérieures en psychologie de l'Université de Sherbrooke. On les applaudit aussi. J'aimerais remercier aussi nos commanditaires sans qui on ne pourrait pas faire ces événements-là. Donc, les commanditaires pour ce soir sont l'AGEG, le Sareus, la FIRST et le REMDUS. On les applaudit. Avant de commencer notre merveilleuse soirée et nos présentations, je laisserai la parole à Émilie Dionne du Respsus et à Timothée Bédard de l'AEPSUS qui vont venir nous parler un peu de leurs associations. Bonjour, merci beaucoup de vous être déplacé, c'est vraiment gentil. Bonjour, merci. Pour ma part, je représente l'assaut de premier cycle, donc pour la majorité d'entre eux, ça va être une première expérience ce soir de présentation. C'est vraiment une belle opportunité qu'ils ont de présenter devant vous. Puis, j'ai le goût de vous dire, soyez indulgents, mais en même temps, c'est des projets de très grande qualité là, qui vont vous présenter ce soir, sur lesquels ils ont travaillé toute l'année pour le cours de recherche empirique dirigée. Donc, j'ai vraiment aucun doute là, que vous allez apprécier votre soirée. Donc, pour ma part, merci beaucoup. Fait que, salut tout le monde, je trouve ça vraiment le fun de voir le BOC rempli comme ça pour une belle soirée de vulgarisation scientifique. Fait que merci à vous là, qui s'intéressez à ça. Puis en même temps, ben merci au merveilleux staff du BOC, puis surtout aux présentateurs qui ont préparé, qui ont travaillé fort là, pour des présentations pour vous ce soir. Fait que je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement aussi. Merci. Donc, sans plus attendre, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là, j'inviterai nos premières présentatrices, Charlotte Boilard et Élie Côté, étudiantes au baccalauréat en psychologie, qui viennent nous parler des impacts d'avoir un parent narcissique. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi c'est Élie, puis voici ma collègue Charlotte. Donc, on est ici pour vous parler de c'est quoi les impacts d'avoir un parent avec des traits narcissiques. Avant qu'on commence, j'aimerais savoir à main levée, qui ici a déjà eu des problèmes dans leur relation avec leurs parents? Parfait, fait que je vois que c'est quand même la plupart des gens.
Donc, imaginez si en plus de ça, on rajoute un parent qui a un trouble de la personnalité narcissique, ça peut vraiment venir ajouter un défi dans la relation. Donc, on vous a mis un petit mime, juste pour vous. Donc, en faisant notre recherche, on a réalisé qu'avoir un parent avec des traits narcissiques, ça pouvait avoir des impacts sur l'identité, les relations interpersonnelles, l'empathie, mais aussi les propres traits narcissiques des enfants à l'âge adulte. Donc, pour bien que vous compreniez notre recherche, on va vous parler de concepts qui sont assez centraux dans notre projet, comme l'empathie. Donc, l'empathie, comme vous savez, c'est vraiment quand on adopte le point de vue de l'autre personne pour mieux représenter ses sentiments, ses pensées, ses émotions. Puis, on va aussi vous parler de détresse empathique. Donc, ça, c'est vraiment l'anxiété puis le malaise qui peut être vécu quand on voit une personne avec des émotions négatives. On s'est aussi intéressé au lien empathique entre le parent et son enfant. On sait que ça assure une bonne relation parent-enfant. On sait aussi que ça permet de reconnaître les besoins biologiques, puis ça permet un attachement sécure, mais la transmission du parent à l'enfant, c'est encore quelque chose qui n'est pas très clair. On va aussi vous parler du narcissisme. Donc, c'est vraiment une structure anormale de la personnalité. C'est quand quelqu'un a une présentation de soi qui est très positive, mais avec des mécanismes qui ne sont pas vraiment adaptés. Puis évidemment, il y a un fonctionnement problématique au niveau de l'empathie. Donc, pour bien comprendre, il y a deux types de traits narcissiques, soit les traits narcissiques grandioses ou vulnérables. Donc, on a mis deux petits personnages ici pour vous illustrer les deux types de traits. Donc, les traits narcissiques grandioses, qui va être représenté par Gérard, qui est super exploitateur, qui est super dominant, ou il y a Valérie, qui, elle, va plus se poser en victime, elle va avoir de la difficulté à régler ses émotions, puis elle va représenter les traits narcissiques vulnérables. Donc, en sachant tout ça, nous, on s'est posé deux questions principales. Donc, notre première question, c'était est-ce que les relations entre les traits narcissiques parentaux et l'empathie et les traits narcissiques chez l'enfant adulte étaient influencées par l'empathie parentale et aussi le style parental? On s'est aussi demandé si les traits narcissiques parentaux avaient un effet sur l'identité, sur les relations interpersonnelles et aussi sur la détresse. Donc, pour faire ça, on a recruté 207 participants adultes qui comprenaient le français écrit à l'aide de publications sur les réseaux sociaux comme Instagram ou encore comme Facebook. Il y a aussi des organismes qui ont participé à notre recrutement pour nous aider. Et on a aussi affiché des affiches un petit peu partout sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Donc, les participants devaient répondre à un questionnaire en ligne d'environ 20 à 30 minutes qui comportait 201 questions. Donc, pour ce qui est des analyses, on voulait vraiment voir le lien entre les traits narcissiques parentaux perçus des enfants et leur niveau de fonctionnement socio-émotionnel et psychologique. Donc, est-ce que les traits narcissiques des parents ont un effet sur les traits narcissiques de leur enfant, mais aussi est-ce que ça a un effet sur leur empathie, sur leur détresse, donc tout ce qui est l'anxiété, la dépression, la solitude. Puis est-ce que cette relation-là est influencée par l'empathie du parent, mais aussi son style parental? Donc, pour le style parental, on a ajouté deux dimensions, soit le souci parental, qui est vraiment la chaleur du parent, ou la surprotection. Donc, à quel point le parent va venir surprotéger son parent. Donc, en observant nos résultats, on a réalisé qu'un parent qui avait tendance à être comme Gérard, donc qui avait tendance à avoir des traits narcissiques grandioses, donc qui est très dominant et tout ça, puis s'il se soucie aussi de son enfant et a tendance à beaucoup le surprotéger, ça fait un enfant, donc un mini Gérard qui a tendance à être très narcissique aussi du côté grandiose. Par contre, on réalise que quand on ajoute l'empathie à l'équation et que le parent se soucie de son enfant et a tendance à le surprotéger, bien là, ça a un effet protecteur sur les traits narcissiques grandioses chez l'enfant. Donc, l'enfant va avoir moins de traits narcissiques grandioses. En ce qui concerne l'empathie selon les traits narcissiques grandioses du parent, on remarque qu'un parent comme Gérard Donc, un parent comme Gérard qui a des traits grandioses, bien, ça a tendance à faire un enfant qui est plus empathique. Toutefois, quand le parent se soucie beaucoup de son enfant et a tendance à un petit peu trop le surprotéger, bien là, l'empathie chez l'enfant va diminuer. Donc, maintenant, pour ce qui est de la détresse empathique chez l'enfant,
On a vu qu'autant un parent avec des traits narcissiques grandioses ou vulnérables, comme Gérard ou Valérie, qui va venir se soucier de son enfant, qui va venir le surprotéger, ben, ça va créer beaucoup de détresse empathique chez son enfant. Encore une fois, quand on rajoute l'empathie dans l'équation, ben, ça a un effet protecteur. Fait que ça diminue la détresse empathique chez l'enfant. Ensuite, on va vous parler de l'identité. Donc, on a vu qu'un parent comme Gérard, avec les traits narcissiques grandioses, ben, ça crée de la diffusion identitaire chez son enfant. Donc, qui est vraiment une identité qui est plus fragile. Puis encore une fois, ben, l'empathie, ça a comme effet un effet protecteur, ça diminue la diffusion identitaire. Pour ce qui est des problèmes interpersonnels, maintenant, on a vu encore une fois qu'autant un parent avec des traits narcissiques grandioses ou vulnérables qui va venir se soucier de son enfant, le surprotéger, ben, c'est associé à plus de problèmes interpersonnels chez les enfants. Pour ce qui est de la détresse, donc comment les traits narcissiques parentaux peuvent créer de la détresse chez l'enfant, la littérature a trouvé que ça en créait beaucoup, mais nous, dans notre recherche, malheureusement, on n'a pas trouvé de lien avec ça. Puis on pense que c'est juste parce que notre échantillon, elle avait vraiment peu de détresse. Mais écoutez, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de détresse en lien avec notre recherche qu'on n'en a pas vécu, parce que les résultats, c'était quelque chose à analyser. Mais on y est arrivé, fait que... Donc, avec tout ce projet-là, on a réalisé qu'on avait quand même certaines limites. Donc, nous, on a juste questionné les participants. On n'a pas demandé l'opinion des parents. Donc, ça pourrait faire que nos résultats soient un petit peu biaisés ou encore qu'il y ait un manque d'objectivité pour ces résultats-là. Donc, ça serait vraiment intéressant que les futures recherches s'intéressent aussi à l'opinion des parents, comme pour pouvoir comparer un petit peu les résultats entre ceux des parents et ceux des enfants. Mais malgré ces limites-là, on pense quand même que notre recherche est pertinente parce qu'elle nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la réalité des personnes avec un parent narcissique. Puis ça nous permet aussi de guider nos interventions pour pouvoir aider cette population-là. Donc, on vous remercie et on est prêts si jamais vous avez des questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Hey, vous êtes plein, là, c'est sûr qu'il y a des questions. Oui? Juste répéter la question. OK. Ben, dans le fond, la question, c'était sur l'échantillon, combien de parents étaient narcissiques. Nous, dans le fond, comment on a travaillé, c'est que le narcissisme, on l'a vu vraiment comme un continuum. Donc, on ne s'est pas mis de comme limite ou de seuil à atteindre. Donc, c'était vraiment plus le parent est narcissique, plus on voit ça chez l'enfant. Là, il n'y avait pas vraiment de seuil à atteindre. Oui. C'était quoi la proportion hommes-femmes dans votre échantillon? Je pense qu'on avait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans notre échantillon. Fait que... Il y avait pas Juste répéter la question. Oui, ben c'est ça. Selon le sexe, il n'y avait pas vraiment de différence. On les a considérés dans nos résultats, puis on n'a pas rien vu qui sortait d'extraordinaire en lien avec ça, là. Il y avait d'autres questions. On peut les applaudir. Merci. Je sais pas comment mettre ça. Ah, OK. C'est correct. Merci. Donc, merci beaucoup. On va maintenant passer à la deuxième présentation. Donc, j'inviterai sur scène Anaëlle Moreau et Myriam Isabelle Ducharme, étudiantes. Applaudissez-les, là, c'est correct. Donc, étudiantes au baccalauréat en psy et qui viennent nous présenter, en fait, leur PowerPoint intitulé « Supervisé, moins fatigué ». J'imagine qu'on va répondre à la question. Merci. Je peux Moi. Vas-y. Et puis c'est sûr, ça va être difficile pour moi gérer un PowerPoint en parlant et un micro. Oh mon Dieu, soyez indulgents, la gang. Merci. Tout va bien? C'est bon? OK, c'est parti. Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va présenter
faut que je le mette comme ça. Aujourd'hui, on va vous présenter Superviser moins fatigué, un projet que j'ai fait avec Anaëlle Moreau, moi-même bien sûr, Florence Martel et Laurie Caron, puis sous la direction de Philippe Lompré et Irène Sanson. Donc ça, c'est le titre de notre recherche. C'est le moment de prendre une photo parce que c'est pas ça qu'on va vous présenter exactement. On va vous présenter quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus digeste, puis vraiment plus intéressant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! OK, non, on va recommencer ça, la gang. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Yeah! C'est parti. Parfait. Donc, on commencerait ça avec une petite mise en situation. Donc, notre recherche, c'est un projet qualitatif. Ça veut dire qu'on est allé chercher nos données avec des entrevues. Donc, ce qu'on vous proposerait, si on a un ou une volontaire, ce serait de recréer une entrevue avec une personne. Donc, est-ce qu'on aurait un ou une volontaire? Parfait, merci beaucoup. OK. Donc, pour vous mettre en contexte, on est sur Teams. Vous avez signé un formulaire de consentement éthique. On a pris connaissance un de l'autre un petit peu. On est rendu à la première question du guide d'entretien, qui est: c'est quoi, selon vous, la fatigue de compassion? Parle fort. Est-ce que vous avez étudié avant de venir? Oui, parfait. Ça paraît. Donc, ça ressemble un peu au type de réponse qu'on a eu, mais on a quand même eu des participants qui nous ont dit littéralement, par exemple, ne jamais avoir entendu parler du concept avant qu'on arrive avec notre recherche auprès d'eux. Ou encore, étaient capables de nous nommer des conséquences, des situations qui les mettaient à risque, mais en tant que tel, avaient de la misère à donner une définition concise de c'était quoi en tant que tel. Donc, il y avait de la misère à le décrire en leurs mots ou à le définir en tant que tel. Mais on pourrait se demander pourquoi c'est important de savoir c'est quoi. Peut-être que, comme moi, vous ne savez pas trop c'est quoi la fibromyalgie, puis vous réussissez à vivre votre vie assez bien, malgré tout, au jour le jour. Mais quand on regarde les proportions, la fibromyalgie, ça va toucher environ 2% de la population canadienne, alors que quand on parle des intervenants en relation d'aide, on parle plus d'un 73% de la population qui est touchée, puis dans le milieu de la protection de la jeunesse, selon une étude de 2017, ça irait jusqu'à presque 80% des intervenants qui seraient touchés par cette difficulté émotionnelle-là. Donc, en termes de taille, on parle, pareil, de 40 fois plus. Donc, ce serait un peu comme comparer la taille d'une femelle alligator à celle de Godzilla. Donc, ne vous méprenez pas, les deux sont tout aussi dangereux, mais la femelle alligator dans son milieu par rapport à Godzilla dans Tokyo, ça touche un petit peu plus de personnes. Mais c'est quoi, dans le fond, la fatigue de compassion? On a eu une super bonne explication d'une doctorante en psychologie, fait que c'est quand même cool. Mais la définition textbook qu'on s'est donnée pour notre recherche, c'est une forme d'épuisement émotionnel causé par le contact répété avec une victime de traumatisme et qui affecte les capacités de l'intervenante ou de l'intervenant en relation d'aide. Puis, c'est souvent, dans la littérature, c'est souvent mêlé avec d'autres concepts que vous connaissez probablement, tels que l'épuisement professionnel. Vous savez tous c'est quoi? Merveilleux. Fait que les différences sont comme pas mal mis en gras, puis je sais pas si vous êtes capable de le voir, mais voilà. Mais c'est quoi vraiment, qu'est-ce que ça a comme conséquence, la fatigue de compassion? La fatigue de compassion, ça a des conséquences émotionnelles, telles que de l'anxiété ou un sentiment d'impuissance. Ça a des conséquences cognitives, comme une perte de concentration ou une rigidité. Puis ça a aussi des conséquences physiques, telles que des maux de tête ou une perte de poids. Mais c'est pas juste ça. Quand ça va mal, ça va vraiment mal. Puis ça a aussi des conséquences sur l'intervention. Bon, là, je vous laisse imaginer avoir un intervenant qui manque d'empathie, a de la difficulté à être objectif, vous culpabilise, puis fait des remarques adéquates. C'est pas tout à fait ce qu'on cherche avec nos intervenants normalement, right? Parfait. OK, parfait. Donc, pour arriver à des résultats, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une recherche qualitative, donc on a fait des entretiens verbatim.
Puis ensuite, on a fait des verbatims. Ensuite, on a fait un processus de codage. Puis un processus de codage, c'est pas comme les gens qui font en informatique, là, c'est pas tout à fait ça. On vous a contacté un petit exemple avec la phrase qui suit. Je trouve que les présentations Bistro Brain sont vraiment plaisantes parce que je peux apprendre une bière à la main. Yeah! Main d'applaudissements pour le Bistro Brain. Woo! Puis ici, dans le fond, on a des sentiments provoqués et des conséquences remarquées qui seraient nos codes ou nos catégories. Puis on pourrait juste dire que sont vraiment plaisantes, ce serait un sentiment provoqué. Et je peux prendre une bière à la main, apprendre, ce serait des conséquences remarquées. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait, mais avec beaucoup plus de texte et beaucoup plus de codes. Fait que nous autres aussi, on était un petit peu en détresse. Donc, avec ce processus de codage-là, on est arrivé à des résultats de recherche. Donc, pour répondre à la question de ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon les intervenants, pour qu'ils soient plus informés et éventuellement prévenir la fatigue de compassion? Donc, une des choses qui est ressortie des intervenants, ce serait que les personnes superviseurs soient plus formées, premièrement, à reconnaître les signes de la fatigue de compassion, parce que, par exemple, Frédéric, tous les noms sont fictifs en passant, Frédéric nous disait qu'elle n'avait pas l'impression que sa chef pouvait vraiment l'aider, parce que ni elle, ni sa chef n'avait pas l'impression qu'elle était capable de reconnaître les signes de la fatigue de compassion. Mais aussi former les personnes superviseurs à mettre en place des actions lorsque la personne intervenante présente des signes de fatigue de compassion. Parce que même en ce moment, par exemple, Logan nous disait il n'y a personne qui va me dire comment tu te sens par rapport à tes dossiers ces temps-ci. Est-ce qu'il y a des choses plus difficiles? Est-ce que tu as de la difficulté? Donc, ce serait déjà une première action qui ne serait pas si difficile à mettre en place, qui pourrait aider justement à venir reconnaître les signes et à prévenir différentes manifestations. Donc, il me reste 1 minute, fait que je vais aller très vite. Il y a aussi d'autres résultats par rapport à la formation académique ou la formation dans le milieu de travail. Les intervenants nous ont dit qu'ils ne savaient pas vraiment c'était quoi la fatigue de compassion, ni à l'école, ni dans leur milieu de travail. C'est moi où ça parle bizarre, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment, on en entendait parler un peu vaguement. Puis je suis pas mal certaine que dans la place ici, il y a des intervenants qui ne savent pas exactement c'est quoi la fatigue de compassion. Je vais continuer. Puis, il y a aussi, qu'est-ce qui a été mentionné, c'est qu'il aimerait aussi qu'il y ait des changements dans la culture, notamment parce qu'un guide d'auto-soin, c'est pas exactement ce qu'il souhaite. Ça serait qu'il y ait vraiment des actions concrètes, qui ne soient pas nécessairement responsabilisés pour leur détresse, puis que ce soit aussi abordé et nommé comme quelque chose de normal dans la culture organisationnelle, parce que ça se peut que tu vives la fatigue de compassion. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement après ça? Donc voilà. Avez-vous des questions? Et merci pour votre écoute. Question? Quel domaine vous avez étudié? Est-ce que c'est principalement scolaire ou c'est aussi dans le milieu de soins, dans le milieu de soins psychologiques? Oui, on nous demande c'est quoi le milieu qu'on a étudié pour faire notre recherche. Puis on a étudié, dans le fond, des intervenants à la protection de la jeunesse qui étaient en application des mesures uniquement. Fait que c'était ces personnes-là en particulier. Une autre question là-bas. Il y a de quoi avec le micro? Donc, c'était 8 personnes intervenantes qui travaillaient au CIUS-MCQ dans l'application des mesures de la DPJ. Puis là, 8 personnes, ça a l'air petit, mais dans du qualitatif, c'est pas si petit que ça. Dans le fond, l'indice, c'est la saturation empirique. C'est quand les gens ils viennent pas dire d'autres choses de plus dans les entretiens, finalement. Puis on a pas mal atteint ça avec notre 8 personnes. Donc, c'est pas petit comme échantillon. Oui. Je peux répéter la question. Donc, c'était si on avait aussi questionné des superviseurs ou des chefs d'équipe pour venir faire une forme de triangulation. Dans le cadre d'un projet R&D, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller chercher ce genre d'informations-là, mais en effet, ce serait vraiment très intéressant pour le futur. Il y avait une question dans le fond là-bas en premier, puis après, Marwan, ça va être à toi. Vous l'avez mentionné dans la présentation, mais c'était quoi les facteurs clés pour comme des signaux comme irritabilité? Oui, ben dans le fond, je peux te... Ben, il y a ça. Puis
ce serait vraiment plus des symptômes, des conséquences, mais c'est des symptômes vraiment... souvent, ce qu'on voit dans la littérature, c'est des symptômes qui sont en lien avec ce que la personne va vivre devant toi. Fait que si, mettons, la personne pleure beaucoup ou whatever, ben, tu vas aussi ressentir les mêmes symptômes, des choses comme ça. Mais ça peut être vraiment genre juste un désengagement au travail, trouver ça plate, ne pas vouloir faire des choses. Oui? Donc, la question, c'était est-ce qu'on a des outils particuliers? Ben, c'est sûr que notre recherche s'intéressait plus à qu'est-ce qui pourrait changer au niveau de la supervision pour venir aider ces personnes-là. Donc, nous, on est plus allé chercher des informations sur quel type de supervision pourrait venir aider à prévenir. Donc, ouais, c'est ça. C'est peut-être moins au niveau de reconnaître la fatigue de compassion, mais comment est-ce qu'on peut les entourer? C'est ça, on s'intéressait plus au savoir expérientiel de nos intervenants, finalement. Oui, je t'écoute. La question d'avant, c'était comment on peut identifier oui. quand ça arrive. Moi, ma question, c'est comment on peut guérir ou corriger cette fatigue émotionnelle, selon vous. Donc, c'est vraiment une question ouverte, pas de stress. Là, je vais faire une blague parce que les gens, clairement, qui ont eu Alexandre Gagné d'Élan vont comprendre, mais je vais faire un educated guess parce que je ne le sais pas. Mais dans le fond, c'est que ben, ce serait vraiment d'en parler puis d'arriver à... OK. Le vrai modèle, c'est qu'il faut que la personne vive de la satisfaction de compassion à la place de vivre de la fatigue de compassion. Fait que ce serait d'augmenter la satisfaction de compassion chez la personne. Donc, ça pourrait être vraiment en ayant des interventions qui sont plus ciblées et qui fonctionnent, finalement. Tu sais, quand ça ne marche pas, mettons à des PJ, quand ça ne marche pas de longtemps, ça se peut que ça soit épuisant puis que tu te retrouves en situation de fatigue de compassion. Fait que ce serait vraiment de trouver des moyens pour que tes interventions fonctionnent puis que tu aies une clientèle que tu aimes, finalement. Merci beaucoup! Donc, il reste une dernière présentation avant la pause. Donc, j'inviterai maintenant Mélina Trahan-Bachand et Anne-Sophie Lasselle, étudiante, elle aussi, au baccalauréat en psychologie, qui viennent nous parler... Guys, s'il vous plaît! Merci! Donc, qui viennent nous parler des relations assez compliquées, des troubles de la personnalité. Je leur laisse la parole, vous pouvez les applaudir. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer par nous présenter. Je m'appelle Mélina. Moi, c'est Anne-Sophie. Et aujourd'hui, on vient vous parler, dans le cadre de notre recherche, comme la plupart des gens qui ont présenté avant nous, nous autres, on a passé la dernière année à rechercher sur les relations compliquées des troubles de la personnalité. Donc, les gens qui ont un trouble de la personnalité, normalement, vont avoir beaucoup de difficultés dans leur vie, mais particulièrement dans leurs relations. On peut voir ici les 10 troubles de la personnalité, dont le trouble de la personnalité limite, qu'on peut aussi voir sous le terme de TPL ou encore la personnalité borderline. En fait, le problème, c'est qu'il y a 10 troubles de la personnalité et il y en a un qui va voler la vedette aux autres. Donc, ce qui va se passer dans les études, c'est que les études vont soit seulement porter sur les difficultés des gens qui ont un trouble de la personnalité limite, ou les études vont assumer que toutes les personnes qui ont un trouble de la personnalité ont les mêmes difficultés. Fait que ça, c'est pourquoi nous, on a décidé d'étudier chacun des troubles de la personnalité séparément. Puis parce qu'on est sincèrement un peu crinqués, on a mesuré leurs difficultés interpersonnelles avant et après un traitement. Là, j'imagine que vous nous voyez venir. On a 10 troubles, on a 2 temps de mesure. Inquiétez-vous pas, on a la même question que vous. Comment rendre ça au moins un petit peu intéressant à présenter en 8 minutes? En fait, on a abandonné l'idée. On ne va pas vous présenter les 10 troubles, on en a sélectionné 3 qu'on va vous présenter en fait sous forme de 3 personnages fictifs. Les 3 qu'on a sélectionnés sont donc... Oups! Whoop. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? L'autre flèche. C'est ce que je fais. Oui, encore un autre. Non.
Ouais! Et voilà! Donc, nos 3 personnages sont Émile, qui a un trouble de la personnalité évitante, Léonie, qui a un trouble de la personnalité limite, et Nicolas, qui a un trouble de la personnalité narcissique. Donc, les 3 personnages vont être associés aux mêmes couleurs tout au long de la présentation, et la première lettre de leur nom fait référence à la première lettre de leur trouble. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué de se retrouver. Là, je vais peser sur le bon. Non. Et voilà! Fait que je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu des choses comme « c'est sûr qu'il est TPL, est tellement dramatique » ou « il pense juste à lui, il est tellement narcissique » ou « il n'est pas capable de faire un choix, il est tellement dépendant ». Moi, personnellement, c'est des choses que j'entends, puis je trouve ça, sincèrement, un peu aberrant parce que c'est des manifestations de troubles de la personnalité, puis il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais pourquoi c'est pas correct de donner des étiquettes comme ça, puis c'est quoi un trouble de la personnalité? C'est ce qu'on va vous expliquer. Dans le fond, on observe un trouble de la personnalité quand quelqu'un a des façons de penser, de se sentir et d'agir qui sort vraiment de la norme. Et en fait, parce que cette personne-là va réfléchir et agir de manière bizarre, bien, ça va créer des problèmes dans sa vie en général, mais aussi dans ses relations. Ces difficultés-là, on les divise en 4 types. Donc, on va commencer avec le type dominant. Les difficultés de type dominant, ça va être des gens qui ont un besoin de contrôle. Ces gens-là, ils ne sont pas gênés. Ils vont aller jusqu'à vouloir manipuler ou même influencer les gens pour que ceux-ci répondent à leurs propres besoins. À l'autre opposé, on va avoir les gens qui sont soumis. Ces gens-là, ben, tout au contraire, ils ne sont pas capables de s'affirmer. Donc, dans les relations, souvent, leurs besoins ne vont pas être répondus puisqu'ils ne sont même pas capables de le nommer. Sur l'autre axe, ici, on a froid et maternant. Je vais débuter avec maternant parce que c'est plus facile à imager. Les gens qui sont maternants, on les reconnaît parce que c'est des people pleasers qu'on appelle. Ils veulent plaire à tout prix. Ils sont très généreux puis ils font confiance à outrance aux gens. Mais les problèmes dans leur relation vont être liés au fait qu'ils sont quasiment étouffants. Ils veulent trop puis ça se ressent. Donc, ça va être les difficultés de type maternant. Et ensuite, les difficultés de type froid, ben, c'est tout à l'opposé. Les gens froids, ben, c'est un mot qu'on utilise quand même dans notre vocabulaire et on l'utilise bien. C'est des gens qui vont montrer peu leurs émotions, ils ont l'air très distants, puis ça affecte leur relation dans des différents types de difficultés. Donc, la première étape de notre recherche, ça a été d'aller voir tous nos troubles de la personnalité, c'est quoi le type de difficultés qui leur sont associés. Alors, on peut commencer avec Nicolas, qui a un trouble de la personnalité narcissique. Comme vous pouvez voir sur le graphique, ces difficultés sont de type dominant et froid. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le concret, ben, dans sa vie, on pourrait s'imaginer que Nicolas, à job, il s'en fout peut-être un peu des idées des autres. Il essaie d'imposer ses idées, puis que ce soit lui qui ait raison, puis qui veut l'écouter lui. C'est un peu une manière qu'on peut se l'imaginer. Dans le fond, c'est un boss des bécosses. Ensuite, on a Émile, qui, lui, a un trouble de la personnalité évitante. Ses difficultés, à lui, sont de type froid et soumis. Lui, au contraire, vraiment exprimer ses besoins, c'est pas son trip. Il préfère rester plus loin des gens parce que ça le rend inconfortable. Ça peut créer des difficultés parce que les gens peuvent le trouver désintéressé ou froid, ou justement, puis ça peut lui causer de la souffrance. Léonie, qui a un trouble de la personnalité limite, elle, est aussi dans le cadran dominant et froid. Par contre, à cause de la nature de son trouble, on peut s'imaginer que ça ne se manifeste pas de la même manière que Nicolas. Elle, par exemple, en conflit, elle pourrait facilement se sentir attaquée, elle pourrait essayer de se venger ou d'avoir des propos quand même rudes envers les autres. Et ça lui cause, encore une fois, des difficultés interpersonnelles qui lui causent de la souffrance. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, on a fait quand même notre recherche sur les 10 troubles de la personnalité. Donc, ça, c'est les résultats pour le reste des troubles qu'on ne présente pas. Ils sont majoritairement dans le cadran dominant-froid. Une chose intéressante dans nos résultats aussi, c'était que la grande majorité des troubles de la personnalité tendaient à avoir des difficultés dans leurs relations graves. Donc, on se demande, est-ce que la thérapie va changer quelque chose? Parce qu'on s'imagine que si ces difficultés-là sont au cœur de leur vie, leur cause de la souffrance, on s'imagine que la thérapie devrait cibler au minimum ces difficultés-là. Bien, la réponse est un peu plate, ça dépend. Pour Léonie puis pour Émile, leurs difficultés interpersonnelles ont diminué, donc ils vont mieux après une thérapie. Par contre, Nicolas, le pauvre, ses difficultés interpersonnelles n'ont pas significativement changé ou réduit après la thérapie. Puis bien, spoiler alert,
C'est le cas pour la majorité des troubles de la personnalité. Enfin, on se rend compte que pour les autres, eux aussi, leurs difficultés n'ont pas diminué, n'ont même pas été modifiées par la thérapie. Puis ça, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit deux choses. Premièrement, ça nous dit que les troubles de la personnalité, c'est des troubles qui sont persistants. Ils restent dans le temps et ils restent même après un traitement. Aussi, ce que ça nous dit, c'est que peut-être que les traitements et les thérapies qu'on a en ce moment, bien, ils sont peut-être pas super adaptés aux difficultés de tous les troubles de la personnalité. Donc, en gros, suite à notre recherche, on se rend compte que bien, les relations interpersonnelles, ils restent difficiles pour les gens qui ont un trouble de la personnalité, même après un traitement. Donc, pourquoi on ne traite pas sur les étiquettes? Ben, c'est justement, les troubles de la personnalité, c'est persistant, c'est difficile, ça amène des difficultés graves. Donc, ce n'est pas des étiquettes qu'on peut traîner comme ça dans notre quotidien en le prenant à la légère. Puis, nous, on espère que notre étude donne des indications aux cliniciens sur les manifestations de ces troubles-là et peut-être permettre de mieux orienter les traitements. Voilà. Merci. C'était un traitement à court terme. Oui, la question, c'était, puisque ça n'avait pas diminué, c'était quel type de traitement et combien de temps ça avait duré, c'est ça? Il y en avait un, c'était un day treatment pour les troubles de la personnalité. Donc, c'était quand même relativement ciblé à cette population-là. Puis, si je ne me trompe pas, je pense que c'était 8 semaines. Ouais. Si je me souviens bien, c'était... je suis désolée. La question, c'était s'il y avait une différence dans la littérature par rapport aux traitements courts et aux traitements longs. Puis si je me souviens bien, il n'y en avait pas énormément. Il y a aussi une question du taux de décrochage. En fait, les gens qui ont un trouble de la personnalité, typiquement, ils vont avoir beaucoup de difficultés à rester dans un traitement, particulièrement à long terme. Ça fait que même avec des recherches de très grande envergure, ben, parfois on se ramasse à la 2e, 3e mesure et il reste pratiquement plus personne. Donc ça aussi, c'est une faille qu'on retrouve beaucoup. Dans le fond, c'était à partir d'un questionnaire. Là. Je suis désolée. La question, c'était comment on arrivait à différencier les difficultés interpersonnelles comme dominant et froid, par exemple. Nous, on s'est basé sur un questionnaire qui avait 8 dimensions différentes. On vous en a présenté 4. Les autres auraient été comme d'un coin. Puis, c'est justement, les questions sont orientées pour répondre selon si tu es plus froid ou plus dominant. Puis, selon le score, on les situe dans le rond. Est-ce que ça répondait bien ou... Et là, que ça m'en demande beaucoup, ça. Oui, c'est là. Oui. OK, je comprends. La question, c'était, est-ce qu'il y avait des différences significatives entre les différents types de troubles, c'est ça? Bien, la réponse est non. Il y avait énormément de chevauchements, puis ça, c'est une autre discussion par rapport à notre étude, c'est que les troubles de la personnalité sont très comorbides, premièrement, fait que souvent, les gens ont plus d'un diagnostic, donc ça l'a sûrement influencé le fait qu'ils sont très, très proches. Puis non, justement, ils se chevauchaient énormément. Je m'excuse. Pourquoi c'est différent pour le trouble évitant? Pourquoi évitant et limite ont changé? Oui. Bien, je peux répondre. Je suis tellement désolée, la gang. La question, c'était pourquoi évitant et limite étaient ceux qui changeaient. La manière qu'on se l'explique le mieux, c'était ceux qui partaient du plus haut taux de difficultés interpersonnelles à la base. Fait que régression vers la moyenne. Ou notre autre piste, c'était le fait que beaucoup de recherches ont été faites pour le trouble de la personnalité limite et évitante. Là, c'est vraiment les deux qu'on retrouve souvent. C'était une autre piste.
Donc, puisqu'il y a eu beaucoup de recherches sur eux, la thérapie serait donc mieux adaptée à leurs difficultés. Tandis que les autres troubles qui sont un peu plus nébuleux, ben, les recherches n'ont pas réussi à adapter des traitements pour eux. Plus de 500, environ 550. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est maintenant le temps de prendre une pause. Donc, on va prendre une pause d'à peu près 10 minutes. On se rejoint vers 18h15. On va reprendre ça. Pour marquer le beau retour de la pause, j'ai notre directeur, Alexis, qui a un petit mot à vous dire avant qu'on continue en fait avec la suite de nos présentations. On peut applaudir Alexis. Merci. Ah, merci beaucoup. Elle fait vraiment de la bonne job, hein, Gaëlle, à l'animation. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Avant ce soir, elle ne savait même pas qu'elle faisait l'animation. Fait que vraiment, là. Donc, je prends un petit moment pour faire une mention spéciale ce soir. Vous voyez, il y a beaucoup de gens ce soir. On fait toujours le compte et je veux vous informer qu'on a une fois de plus battu un record. En ce moment, vous êtes 206 personnes à croire à la diffusion de la science par le plaisir. On voit à quel point Bistro Brain répond à un besoin dans la communauté de partager, démocratiser, échanger sur ce qui se passe dans les murs des universités. Ça fait quand même 7 ans qu'on existe, on est vraiment content d'arriver à un point comme ça, puis de faire des événements aussi gratuits. On espère que vous aimez votre soirée jusqu'à présent. Donc, merci de lever la main des gens qui viennent aux événements, ceux qui lèvent la main pour faire des collaborations, ceux qui lèvent la main pour être bénévoles, ceux qui lèvent la main pour présenter. Donc, merci vraiment à tout le monde et je souhaite que vous ayez une encore meilleure soirée record. Bonne soirée, bon Bistro Brain. Merci, Alexis. Fait que là, vraiment pas de pression pour les 3 dernières présentations qui restent. Vous savez maintenant qu'il y a plus que 200 personnes qui vous écoutent. Sur ce, j'appellerai notre 4e présentation, donc Véronique Baudry et Raphaël Massé, 2 étudiantes au baccalauréat en psychologie qui viennent nous parler d'avoir une vision un peu plus inclusive et qui nous présentent donc la paternité sous différentes formes. On peut les applaudir. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Ma collègue Véronique et moi, on vient vous présenter Être papa sous différentes formes. Dans le fond, on vient vous parler de l'expérience des pères homoparentaux et hétéroparentaux. Dans le fond, moi et Raphaël, on est 2 filles, pas d'enfants, fait qu'on est hyper qualifiés pour vous parler d'homoparentalité. Dans le fond, on va vous demander de vous imaginer une famille homoparentale, OK? Encore plus une famille de pères homoparentaux. Donc, les dynamiques, les fonctions, les rôles, les interactions, comment ça se place tout ça? Écoutez, il est normal que vous ayez un grand point d'interrogation dans votre tête en ce moment. C'est normal. En fait, le père est hyper sous-représenté dans tout ce qui est culture populaire et écrit scientifique, et encore moins le père homoparental. En fait, on n'en parle presque pas. Fait que dans le fond, nous, on s'est penché sur la question à savoir, qu'est-ce qui arrive quand il y a un couple où il y a 2 pères? Of course, on va parler des études qui nous ont inspirés. Premièrement, on a le rôle paternel de Cathy. Dans le fond, ils ont ressorti 6 rôles paternels qui ont été super intéressants pour la suite. Il y a aussi les vulnérabilités spécifiques et ordinaires de la charité. Dans le fond, ça, tenez-vous bien sur votre chaise, on s'en vient tantôt là-dessus. Là. Puis c'est aussi important d'en parler pour la dernière étude. OK. La 3e et non la moindre, je vais demander à tout le monde de bien vous rappeler de l'échelle des rôles paternels, le RP. OK? Dans le fond, cette échelle-là a pris en compte là, les rôles paternels de Cathy et elle s'est aussi intéressée aux vulnérabilités pour créer une échelle, puis justement, on va en parler plus tard. Donc, de l'ERP, de l'échelle des rôles paternels, est sorti 4 rôles qu'on utilise dans cette recherche. Dans le fond, le premier, c'est le rôle de stimulation.
Donc, c'est donner des défis à son enfant, l'amener à sortir de sa zone de confort. Le deuxième, c'est le rôle de discipline. Donc, c'est mettre un cadre, donner des règles à son enfant. Après ça, il y a le rôle de transmission. Donc, c'est donner de soi à son enfant, ses talents, ses passions, ses valeurs, ses intérêts. Puis finalement, il y a le rôle d'engagement. Donc, c'est d'être présent pour l'enfant. Mon Dieu, présent. Mais d'aussi remarquer les dangers potentiels et le réconforter au besoin. On est rendu au facteur de vulnérabilité. Tenez-vous sur votre chaise. Dans le fond, pour vous rendre ça bien simple, on a séparé ça en 2 catégories. On a les facteurs de vulnérabilité spécifiques. Pour notre étude, on ne s'est pas trop concentré là-dessus, mais juste pour vous donner un background bien rapide, en fait, c'est les enjeux que les pères peuvent rencontrer, là, qui sont, par exemple, le chômage ou la séparation conjugale, des trucs comme ça. Ensuite de ça, on a les facteurs de vulnérabilité ordinaires. C'est pas parce qu'ils sont plates qu'ils sont ordinaires, en fait, c'est juste qu'ils sont généralisables à l'expérience du père. C'est sur ceux-ci qu'on s'est plus penché et sont séparés en 3 catégories. C'est hyper bien fait, ça le dit vraiment dans le titre. Par exemple, le manque de gratification, ben c'est comment le père va manquer de gratification dans son rôle, je vous surprends pas. Ensuite de ça, on a le stress parental qui, c'est vraiment le stress qu'un parent peut vivre. Merci. En dernier, on a le sentiment de compétence parentale. En fait, c'est la façon que le père va se sentir compétent dans son rôle ou pas. OK, je prends mon souffle, on continue avec les objectifs. Dans le fond, je vais rendre ça bien simple pour vous. On a pris le RP, vous vous rappelez bien de l'étude que je vous ai nommée tantôt, l'échelle des rôles paternels. On a pris l'échantillon de 462 pères québécois qu'on considère hétéroparentaux. Puis on a pris notre propre échantillon de 18 pères homoparentaux et on a comparé les 2 groupes pour essayer de voir s'il y avait des différences ou des similitudes là, dans les rôles. Donc, si, par exemple, il y avait des groupes qui présentaient plus des rôles que d'autres, et un peu la même chose là, avec les facteurs de vulnérabilité. On vous vend le punch à l'instant. Donc là, si tu n'as pas encore écouté, ça serait le temps de t'y mettre parce qu'on présente les résultats. Donc, notre premier résultat, on a vu que sur 4 rôles paternels, il y en a 2 qui étaient plus forts chez les pères homoparentaux. Là, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais je vous jure que c'est quand même une bonne statistique, OK? Donc, premièrement, c'est le rôle de stimulation qui a été plus fort chez les pères homoparentaux. Donc, on se souvient, les défis, sortir de la zone de confort. Puis, il y a aussi le rôle d'engagement, être présent, réconforter, puis remarquer les dangers. Bon, pourquoi c'est ces 2 rôles-là qui sont ressortis? Bien, en fait, on peut peut-être les mettre en lien comme en interaction, les 2, OK? Stimulation, on pense à défi. Bien, nécessairement, quand il y a un défi, des fois, il peut avoir besoin de réconfort, l'enfant, si ça se passe mal, le défi. Fait que là, après ça, on tombe dans le rôle d'engagement, de réconforter. Puis si le parent, bien, il réconforte, bien, il met son enfant en sécurité, mais peut-être qu'il va se sentir plus confiant encore de donner des défis, puis de continuer un peu comme un cycle de stimulation et d'engagement encore et encore. Après ça, ben pourquoi c'est les pères homoparentaux qui sont plus forts là-dedans? On a aussi une hypothèse. Dans le fond, on peut voir dans les peu d'écrits qu'on a trouvés, mais les pères semblent présenter les gestes et les actions qui sont comme en lien avec le rôle de stimulation et d'engagement plus. OK? Donc, ils semblent présenter plus ces rôles-là que typiquement la mère. OK? Encore là, ça peut s'interchanger, mais typiquement, ils les présentent plus. Fait que là, imagine ton père à toi, mais imagine-en 2, OK? Bien, il y en a peut-être ensemble, ces 2 pères-là, peut-être qu'ils vont comme interagir, s'encourager dans ces gestes-là, dans ces actions-là de stimulation et d'engagement. Puis en tout, ça va en créer plus pour chacun des pères. Un deuxième résultat qui est sorti de notre étude, en fait, là, c'est qu'il y aurait un lien entre le rôle de stimulation, donc le fait de sortir son enfant de sa zone de confort, avec le stress parental et le manque de gratification. Je ne vais pas utiliser le pointer, je vais faire ça the old-fashioned way. On voit ici la flèche, là. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que plus je stimule mon enfant, moins je vais avoir de manque de gratification. Je suis consciente, il y a bien de la négation là-dedans. En fait, ce que ça veut dire, c'est que plus je vais donner des défis à mon enfant, plus je vais me sentir gratifiée dans mon rôle. Puis un peu dans la même veine ici, avec le stress parental, on voit que la flèche descend encore une fois. Donc, plus je stimule mon enfant, moins je vais avoir de stress parental. On peut conclure avec ça, en tirer un peu que le rôle de stimulation pourrait mener à un meilleur bien-être chez les pères homoparentaux. Bien qu'on l'ait. La conclusion. En fait, pour bien mériter nos applaudissements à la fin, on a des bons coups qu'on voulait vous présenter. Premièrement, là, on voulait approfondir les connaissances. Comme on vous a dit, là, au travers de la présentation, il y a très peu d'écrits à ce sujet-là. Donc, on a voulu
en fait, approfondir les connaissances, permettre aux pairs de mieux se connaître et aux intervenants dans le milieu aussi de mieux connaître ça. On a aussi voulu débloquer d'autres pistes, là, notamment à partir des hypothèses qu'on vous a émises tantôt. Et c'est ça, bloquer des trous. Ensuite de ça, on a contribué à la déstigmatisation du papa homoparental. Là, donc, notre recherche a permis de renforcer l'hypothèse, en fait, qu'un papa, ben, ça reste un papa, peu importe son orientation sexuelle, et ça reste compétent et en mesure de répondre aux besoins de son enfant. Donc, on voulait vous dire un gros merci pour votre attention et on espère que c'est un sujet qui vous a intéressé. On espère aussi que ça n'a pas trop réveillé des daddy issues en vous. Puis si oui, on s'excuse vraiment. La question, c'était est-ce que c'est 18 pères ou 18 paires de pères? C'est 18 paires individuelles. On le sait pas. Si c'est, dans le fond, les 18 pères, est-ce que c'est 9 couples? On leur a pas demandé s'ils pouvaient joindre leur courriel ensemble, là, mais c'est ça. On le sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? OK, en fait, la question, c'était est-ce qu'on a trouvé une différence entre les pères hétérosexuels qui élèvent leur enfant seul et les pères homoparentaux qui élèvent leur enfant seul? C'est ça? Non? Excusez. En fait, ben, de ce que je comprends, dans le fond, c'est ici, on a fait comme de la solo-parentalité ou l'homoparentalité en couple et l'hétéroparentalité en couple. Est-ce que c'est ça? OK. Ben non, en fait, on s'est pas rendu là. On n'a pas pu faire ces analyses-là pour l'instant, mais on pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour le futur. Merci de l'idée. OK. Dans le fond, la question, c'était, on sait qu'il y a 4 différents rôles chez le père. On sait qu'il y en a combien chez la mère? En fait, justement, le but de notre étude, c'était de concentrer vraiment plus nos efforts sur le père, voir, en fait, les rôles paternels, plutôt que, tu sais, pour faire différent, là, du rôle de la mère. Ben, si Donc, je peux... Ah, excuse. Ben, si je peux conclure, dans le fond, c'est que la mère a vraiment été plus recherchée, puis on voulait pas se baser sur les rôles de la mère pour comme constituer les rôles du père, parce que c'est un peu ça qu'on a vu dans les recherches. On voulait vraiment que on se base sur les pères, vraiment comment ils se voient eux, juste dans leur vécu, tu sais. C'était plus peut-être dans ce coin-là. Merci les filles. On va maintenant donc passer à notre avant-dernière présentation. J'inviterai maintenant Rachel Guertin, candidate au doctorat en psychologie du travail et des organisations, qui vient nous parler de bonheur et de performance au travail. Bonsoir tout le monde, vraiment contente que vous ayez réussi à battre tous les records. Vous auriez pu être 4 ce soir, puis j'aurais été vraiment mieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, moi, je vais commencer par parler d'une étude qui a quand même été marquante, qui est une étude qui a été faite dans vraiment plusieurs pays dans le monde, qui a montré que le bonheur, fait que le bonheur vécu par les personnes, c'est un meilleur prédicteur de leur performance au travail que le salaire. Quand même, un point pour le bonheur, on aime ça.
Puis, ça l'amène un peu ce que moi, je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va parler bonheur, performance. C'est une question qui est beaucoup explorée depuis plusieurs années, à savoir, finalement, c'est quoi le critère ultime en organisation? Est-ce que c'est la performance ou c'est le bonheur? Parce que vous savez, les organisations elles vont nous dire il faut être performant, il faut que nos employés soient performants, il faut en faire plus tout le temps. Puis là, il y a un nouveau message qu'on aime bien qui nous dit on peut-tu se relaxer un peu, puis comme prendre soin des gens, puis prendre soin de leur santé mentale. Fait que j'aimerais qu'on commence par une petite expérimentation, puis qu'on voit dans la salle ce soir, vous, c'est quoi le critère le plus important? Fait qu'à main levée, qui dirait la performance? Et encore à main levée, qui dirait le bonheur? Vraiment super, vraiment super. Un peu moins super pour moi, parce que ça veut dire que j'ai rien à vous apprendre ce soir. Donc, mon nom est Rachel Gertin. Merci d'être venu à ma présentation Bistro Brain. On va quand même continuer un peu, là. Donc, cette fameuse question. À part, en fait, de la thèse du travailleur heureux productif. Ça, c'est une proposition théorique qui est là depuis vraiment plusieurs années qui nous dit plus les personnes sont heureuses dans leur milieu de travail, plus elles seront performantes. Ça a l'air si simple. Mais comme je l'ai dit, on est dans un milieu qui change. Il y a beaucoup de changements dans les organisations, dans la société, des nouveaux messages sur prendre soin de soi. On peut aussi se dire que l'être humain, c'est assez complexe. Je ne sais pas pour vous, mais c'est assez rare que j'ai vu tout le monde aller dans le même sens, faire les mêmes choses. Fait que je me suis demandé, c'est-tu vrai que vraiment, il faut tout le temps passer par le bonheur pour être performant, puis que chaque personne va suivre la même étape, la même recette, où il n'y aurait pas des éléments qui sont vraiment plus propres à la personne, à qui elle est, qui viendraient un peu comme changer la dynamique bonheur-performance, puis pourrait peut-être même nous permettre de voir que le bonheur, c'est aussi important que la performance. J'ai fait un beau modèle dans ma thèse. Donc, d'un côté, nous avons la thèse du travailleur heureux productif, puis de l'autre côté, comme je vous ai dit, variable intrapersonnelle. Pour la thèse, donc pour le côté productif, on s'intéresse à la performance de tâches. En gros, ça, c'est est-ce que je réponds aux attentes dans mon milieu de travail? Est-ce que je fais ce qui est attendu de moi? Donc, est-ce que j'ai les comportements, les actions? Est-ce que je fais les tâches que je devrais faire dans mon poste? Et pour le bonheur, on s'intéresse au bien-être psychologique au travail. Donc, ça, c'est quoi? C'est comment ça va ces temps-ci dans mon milieu de travail? Comment ça va par rapport à moi, par rapport aux autres, puis par rapport à l'environnement de travail? Ça inclut des pensées, ça inclut mon ressenti, mes émotions. C'est pour ça qu'on dit que c'est un état psychologique. Super. Ensuite, comme je vous disais, je me suis dit, est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a des variables qui viendraient un peu changer cette relation-là, puis des variables qui sont vraiment propres à l'individu. Donc, je me suis intéressée à la satisfaction de besoins psychologiques, qui part d'une grande théorie très populaire de la motivation, qui nous explique qu'on aurait 3 besoins fondamentaux, puis que la satisfaction de ces 3 besoins-là, ça serait les nutriments qu'on a besoin pour vivre du bien-être. On voit un petit peu le lien avec mon modèle. C'est quoi ces 3 besoins-là? Besoin d'autonomie. Est-ce que je suis capable de prendre des choix, d'avoir des actions qui sont congruentes avec qui je suis dans mon milieu de travail? Est-ce que je suis capable... L'affiliation au travail, ça, c'est ce que je suis capable de créer puis maintenir des relations qui sont significatives pour moi. Puis enfin, satisfaction de besoin de compétences, c'est est-ce que je suis capable de passer par-dessus les défis que je rencontre? Je suis capable de les relever. Je me suis enfin intéressée, ça s'en vient, là, après je vais avoir fini les définitions, là, mais je m'intéresse après à une variable que vous avez peut-être une petite idée parce que c'est de plus en plus populaire, la pleine conscience. C'est quoi ça, la pleine conscience? C'est le fait d'être conscient ou d'être consciente de comment je me sens à l'intérieur de moi, comment je décode aussi tout ce qui se passe comme dans mon environnement, puis j'y porte une attention à ces éléments-là sans porter de jugement. Puis le trait de pleine conscience, ça, c'est la capacité à être dans le moment présent. Donc, on pourrait le voir un peu comme, les personnes trop cool qui sont tout le temps groundées, qui se promènent, qui savent qui ils sont, comment ils se sentent. C'est un peu ça. Donc, gros modèle, facile à voir. Plus tu es dans le moment présent, plus tu es capable de satisfaire tes besoins parce que tu as accès à comment tu te sens. Donc, plus tu as tes nutriments pour vivre du bonheur ou du bien-être. Puis comme la thèse nous l'a montré, plus tu es heureux, plus tu es performant.
Moi, j'ai validé ce modèle-là en posant plein de questions dans un beau questionnaire avec des belles échelles validées à 283 travailleuses et travailleurs québécois. J'ai fait des analyses statistiques beaucoup trop compliquées. Ces analyses-là, qu'est-ce qu'ils m'ont montré? Mon modèle ne fonctionne pas. Vraiment. C'est quand je peux vous dire que j'étais dans le moment présent, là. J'étais très, très consciente de ma détresse, de mon breakdown, de j'ai le goût de me mettre en boule parce que si je n'ai pas les bons résultats, ben je fais pas ma thèse, fait que je manque ma vie. Fait que, on a pris une respire, j'ai fait la deuxième chose qu'on fait avec la pleine conscience. J'étais allée méditer. Je me suis regroundée. J'étais allée voir mes directrices de recherche, puis je leur ai dit « OK, on fait quoi avec ça? » C'était peut-être un petit peu plus « On fait quoi avec ça? » Mais finalement, on a creusé, on était comme « C'est sûr qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. » Et oui, on a trouvé un encore plus beau modèle. Puis qu'est-ce que ce modèle-là vous montre? Je ne sais pas si vous voyez, là, mais maintenant, notre bien-être est à la même place que la performance. Bien que le bonheur, c'est aussi important que la performance. Wow! Puis, mais, il faut quand même le mettre en contexte. Mais si c'est juste ça que vous vous rappelez de ma présentation, ça va être parfait, je vais être très contente. C'est que si on s'intéresse à comment les gens sont capables d'être dans le moment présent, puis que nos entreprises commencent à faire un environnement qui, à la fois, favorise ceux qui ont cette capacité-là, ou peut-être nous offre des interventions de pleine conscience ou des moments pour avoir accès à comment on se sent à l'intérieur de soi, bien, on va avoir plus accès à est-ce que mes besoins sont satisfaits ou non. Donc, s'ils ne sont pas satisfaits, bien là, je peux prendre des actions pour aller les satisfaire, puis après, on a une situation win-win. Je suis performant ou je suis performante pour mon organisation, puis bien moi, je me sens bien. Je vis du bien-être, puis bien je continue. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, est-ce que j'ai vraiment répondu à la question, est-ce que mon étude va vraiment avoir réglé cette question-là? Non. Mais si on peut se dire que c'est une étape de plus pour que les organisations le fassent pour vrai, quand ils disent qu'ils prennent soin de notre santé mentale, bien là, c'est une raison de plus de leur dire que, en plus, pour eux, finalement, c'est un win, parce qu'on va être performant. Merci beaucoup. Malheureusement, non, parce que c'est sûr que j'avais un échantillon qui était principalement des femmes éduquées. Ah oui, je répète la question. La question était, comme on sait qu'il y a des différences générationnelles, est-ce que mon étude a pris en compte ces différences-là pour voir est-ce que le rapport bonheur-performance serait différent d'une génération à l'autre? C'est ça? Environ ça? En fait, malheureusement, mon étude ne s'est pas rendue jusque-là. Ça serait vraiment intéressant de le faire, mais c'est sûr que je n'avais pas l'échantillon pour ça. C'était principalement des femmes éduquées, début jeunes adultes. Donc, on peut voir que c'est ça. La généralisation, quand je vous disais c'est une étape de plus, il faut quand même le prendre en considération. Donc, non, mais je pense que ça serait vraiment intéressant parce qu'on le sait que les nouvelles générations, on a un peu grandi avec ce message-là. Donc, probablement qu'on y accorde une plus grande importance que d'autres générations qui, par comment ils sont arrivés dans le milieu de travail, j'avais-tu une job, j'avais pas de job, est-ce que j'allais perdre ma job, bien, la performance a peut-être plus de place. Alexis? Si on sait que la pleine conscience peut aider au travail, est-ce que c'est une raison qu'on prêterait nos boss de nous laisser faire la méditation sur nos voies de travail? Bien, en fait, moi, j'ai pas encore fini ma thèse, c'est ce que je veux aller tester. Fait que ma deuxième étude... Ah oui, question! Finalement, j'étais comme, moi, je vais être bonne, je vais lui dire les questions. Si on sait que la pleine conscience, elle a ces impacts-là, est-ce qu'on a maintenant une excuse pour dire à nos boss de nous laisser faire de la pleine conscience sur notre milieu de travail? Ben oui, mais il est déjà vendu pleine conscience, je le sais. En fait, moi, je pense que c'est un bon argument. Je pense que, surtout si vous le faites sur votre heure de dîner, qui est votre heure à vous, vous n'avez pas besoin de faire de la pleine conscience pendant une demi-heure. Vous pouvez faire un petit 10 minutes, puis ça peut avoir vraiment beaucoup d'effets. C'est d'ailleurs ce que je veux tester dans ma deuxième étude de thèse. Je vais aller tester des interventions de pleine conscience et des interventions musicales, des courtes interventions, là, 20 minutes, pendant 1 mois, 2 fois par semaine. Fait que je pourrais revenir puis vous dire que ça fonctionne.
Donc, merci. Je vais revenir en même temps. La question était que qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai dit que mon modèle ne fonctionnait pas? Fait que ça, si vous voyez, il y a des flèches un peu partout, c'est les liens entre mes variables. Donc, comment qu'on peut le voir? C'est qu'il y a comme plusieurs étapes pour se rendre à la performance. Dans mon modèle final, là, je comprends que c'est un peu difficile de se rappeler où étaient toutes les flèches, mais ce qu'on peut voir, en fait, pourquoi il ne fonctionnait pas, c'est que le bien-être et la performance n'étaient pas liés de façon significative ensemble. Puis pourquoi ils n'étaient pas liés? Ben, c'est parce que, comme on peut voir, je viens de réaliser qu'il y a des belles fautes, hein? C'est super. Il y avait seulement le besoin de la satisfaction du besoin de compétences qui était lié à la performance. Puis les autres besoins ne l'étaient pas. Fait qu'on pouvait comme pas passer par toutes les étapes pour finalement se rendre à la performance. C'est un peu difficile à expliquer, là, mais j'espère que c'est un peu plus clair. Ce qui faisait en sorte que je ne pouvais pas dire que j'avais tous les effets dont j'avais fait des hypothèses. Fait que je pouvais pas, pour ceux qui parlent un peu scientifique, j'avais pas une double médiation finalement. Oui. Donc, mais en creusant, c'est ça, on a réalisé que finalement, il y avait quand même des liens entre certaines variables et que ça pouvait quand même nous expliquer quelque chose. Oui. Oui, ben en fait, ce qu'on s'est dit surtout pourquoi c'est... Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé des questions de pourquoi c'était pas significatif finalement, puis pourquoi on n'avait pas tous les liens? Donc oui, on s'est posé la question. Puis en fait, ce qu'on s'est dit, on ne sait pas encore exactement pourquoi le bonheur et la performance, parce que c'est aucunement ça qui est dans la littérature, les lit tout le temps ensemble. Fait que celui-là, c'est un peu une question. Comment qu'on l'a vu, nous, c'est que c'est plus. On ne peut pas tant expliquer par d'autres théories ça, mais comment qu'on peut le voir, c'est que les variables en avant, c'est deux types de variables qui ont un effet sur la performance et sur le bonheur, mais ça n'avait jamais été mis en combinaison ensemble. Donc, ça vient un peu nous dire que la thèse du travailleur heureux productif, c'est peut-être pas si vrai que ça, puis peut-être qu'on peut enfin s'intéresser au bonheur puis à la performance en même temps. On a tendance à faire soit des études sur la performance, soit des études sur le bonheur, ou à faire des interventions qui touchent le bonheur, ou la performance, mais il faut comme les étudier ensemble parce qu'ils vont s'inter-influencer. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. C'est peut-être juste notre échantillon aussi. On avait quand même 283 travailleurs. C'est un bel échantillon, mais c'est pas non plus un énorme échantillon qu'on peut avoir une panoplie de réponses. Puis j'aurais plein d'autres, mais il y a plein d'autres questions. On continue? Malheureusement, c'est pas mal le temps qu'on a. Je reste disponible ce soir. Si vous avez d'autres questions, je peux vous expliquer pourquoi on pense que c'est juste la satisfaction de compétences et tout ça. Merci, Rachel. Donc, on va maintenant passer à la dernière présentation de la soirée. J'inviterai... Oh, merci Alexis d'être triste. C'est déjà presque fini. Donc, j'inviterai Arnaud Lapierre-Bédard, étudiant en doctorat en psychologie clinique adulte, qui vient nous parler donc des origines du narcissisme pathologique. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ça va bien? On verra dans 8 minutes. Pour faire un peu du pouce sur les autres présentations qui ont été faites aujourd'hui, moi aussi je vais parler de personnalité, plus spécifiquement de la personnalité narcissique, puis de ses penchants pathologiques. Quand on dit pathologique, on parle d'un moment où, comme a été décrit plus tôt, il y a une altération du fonctionnement, fait qu'il y a des détresses, une détresse qui est vécue dans les relations, donc des difficultés à entretenir des liens avec les autres. Mais aussi, il peut y avoir une détresse vécue, donc de la souffrance qui est vécue face à soi, donc on peut sentir plein d'émotions négatives. Puis c'est le cas dans la pathologie du narcissisme. Puis je vais parler de ses origines, donc comment que ça se développe chez une personne. Avant ça, qu'est-ce que c'est que le narcissisme pathologique? On en a parlé un peu, mais je vais revenir un peu plus en détail. Le narcissisme, c'est quelque chose qu'on utilise un peu à toutes les sauces. On parle de ça dans les médias, puis justement, par applaudissement, est-ce qu'il y en a, avant de venir aujourd'hui, qui avaient déjà entendu le terme?
on l'utilise d'une manière un peu dramatique, des fois en disant qu'il y a une épidémie de narcissisme puis qu'il se propage partout, il y en a partout, il faut s'en protéger. On va l'utiliser de manière très péjorative souvent pour décrire des personnalités publiques. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu dire « Ah, Trump, c'est un narcissique » ou « Faites attention aux pervers narcissiques qui vont ruiner votre vie ». C'est des choses qu'on entend, c'est très... c'est ça, pas d'autres mots là-dessus. Mais c'est quoi au fond? Souvent on l'utilise, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est ça que je me suis rendu compte. Puis, dans mes lectures, je me suis dit, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le narcissisme pathologique, j'allais partir un peu d'une manière développementale. Donc, si on prend un petit enfant, quand vous étiez enfant, probablement que vous allez vous reconnaître ou que vous allez reconnaître des enfants dans cette posture-là ou qui allaient faire un dessin, un château de sable, probablement pas le plus beau que vous avez vu, mais qui allait voir son parent puis dire « Ah, regarde papa, regarde maman, qu'est-ce que j'ai fait? » Puis là, à ce moment-là, l'enfant, il espère que son parent va lui dire « Wow, c'est beau, bravo! » Puis qu'il allait le féliciter. Qu'est-ce qu'il avait besoin à ce moment-là, l'enfant? D'être reconnu, d'être admiré, d'être validé. C'est tous des besoins qu'on a. Puis, c'est comme si à travers le temps, une personne qui se développe de manière, on pourrait dire, normale, arriver à maintenir cette image positive d'elle-même par elle-même. Puis évidemment qu'on va toujours dépendre puis avoir besoin de recevoir cette validation de l'extérieur, mais c'est comme si chez certaines personnes, comme la personne-là, puis tous les présentateurs aujourd'hui peut-être, on avait besoin de recevoir ça de l'extérieur comme l'enfant quand il était plus jeune, puis c'est comme si ces besoins-là restaient tellement grands que les personnes n'arrivaient pas à maintenir une image d'eux-mêmes assez positive à travers le temps, puis dépendaient de ça. Puis ça va mener à développer beaucoup de stratégies qui peuvent être mésadaptées puis qui vont justement nuire aux relations. La pathologie du narcissisme, comment ça se présente? Il va y avoir, on dit, un soi grandiose au centre. Le soi grandiose, c'est un peu une manière de se voir soi-même où on est plus grand que tout, on est meilleur que les autres, on n'a pas de limite dans nos ambitions, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis, d'une manière externe, ça, c'est une croyance qu'on va porter face à soi. Puis, d'une manière externe, ça peut se présenter d'une manière, comme on dit, grandiose. Fait que c'est des gens qui vont être plus arrogants, qui vont manquer d'empathie, qui vont avoir tendance à... c'est ça, manquer d'empathie. Ils peuvent utiliser les autres aussi, puis avoir tendance à se montrer beaucoup. Mais il y a un autre côté à la pathologie du narcissisme qu'on parle moins souvent, qui est la vulnérabilité. Ça, c'est un état où il y a plus des sentiments de honte qui sont présents, une peur du rejet, peur d'être critiqué. Puis ça va mener les individus, dans ces moments-là, à plus se retirer, puis moins aller vers les autres. Puis souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une alternance entre la vulnérabilité et la grandiosité, mais que de manière stable, il va y avoir un portrait qui peut être plus grandiose ou plus vulnérable. Fait qu'une personne qui a la pathologie peut se présenter la majorité du temps soit plus vulnérable ou plus grandiose. Si je vous sollicitais un peu, ma question de recherche, c'est comment que ça se développe. Est-ce que vous avez, certains d'entre vous, une idée sur quelles pourraient être les causes qui mèneraient au développement de cette pathologie-là? En 2 ou 3 mots, je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. Manque de validation. Validation abusive. Cause biologique, trauma complexe. Gratification des besoins. Surgratification des besoins. Dévalorisation du parent. Rejet. Vous avez pas mal tous raison. Puis, des facteurs, il y en a encore. On pourrait en parler toute la journée. Moi, qu'est-ce que je vais m'intéresser? Je vais m'intéresser à 2 facteurs principaux. Le facteur un peu plus biologique, qui est comment l'enfant est quand il est jeune. Vous avez sûrement tous déjà interagi avec des bébés. Il y en a qui sont de tempérament qu'on pourrait dire un peu plus facile, plus d'approche. Ils vont être rieurs, ils vont aller vers vous, ils vont vouloir jouer. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus des tempéraments difficiles ou qui vont vivre plus d'émotions négatives, de la colère, de la tristesse. Ils vont plus se refermer. C'est comme si on avait tous des tendances à être au monde, des tendances quand on vient au monde à aller vers les autres ou à se retirer, puis à vivre des émotions plus positives ou négatives. On se rend compte que les gens qui ont plus une tendance à aller vers les autres, plus une tendance à l'approche, ça va être plus lié au format grandiose qu'on parlait tantôt. Puis ceux qui c'est
qui ont plus tendance à vivre des émotions négatives, ça va être plus lié au volet un peu plus vulnérable. Ça, c'est établi très bien. L'autre facteur très important, c'est les pratiques parentales. Donc, comment que les parents vont agir avec l'enfant, ça va être quoi leurs attitudes, leurs comportements. Puis, il y a une panoplie là, de pratiques parentales, que vous en avez nommé plein d'ailleurs, là, qui sont déjà liées au développement de la pathologie du narcisse, comme la chaleur, la surprotection, le contrôle. Puis, il y en a plein. Ça, c'est encore une fois établi. Moi, qu'est-ce que je vais faire à travers tout ça? Moi, je vais essayer de voir s'il y a des enfants particuliers, tempérament un peu plus d'approche, face à des parents qui vont adopter des comportements comme de la chaleur, de la surprotection ou du contrôle comportemental. Est-ce que ça va plus mener à la pathologie du narcisse ou ça peut moins mener à la pathologie? Donc, est-ce qu'il y a des effets d'interaction synergiques entre comment que l'enfant est et comment que le parent agit avec lui? Donc, je vais essayer de voir au-delà de ces effets individuels-là, est-ce qu'il y a des interactions ou c'est ça, des effets synergiques qui pourraient se jouer puis expliquer encore mieux comment que la pathologie se développe chez une personne. Donc, c'est tout pour moi. Merci pour votre écoute. Puis, je reste ici pour s'il y a des questions. Pourquoi la chaleur? La chaleur, on peut le voir sur un pôle où il y a un excès de chaleur, puis d'un côté, il y a un excès de froideur. Qu'est-ce qu'on considère en ce moment, c'est que la chaleur est plus liée au pôle grandiose, puis le fait d'adopter des attitudes, des comportements plus froids, c'est plus lié à la vulnérabilité dans un portrait qui peut fluctuer, mais qui va être dominant d'un ou l'autre. Fait que des deux côtés, ça peut être lié, mais ça dépend des études, là. La question, c'est, ça va ressembler à quoi mes participants? Est-ce que ça va être des parents ou ça va être des enfants? Je vais prendre des groupes familiaux, c'est-à-dire que je vais questionner des jeunes adultes qui vont eux-mêmes coter qui vont passer des questionnaires sur leur propre personnalité, puis sur leur tempérament. On considère que le tempérament, c'est quelque chose qui est stable de l'enfance à l'âge adulte. Donc, ça va être des jeunes adultes qui vont coter sur ça. Puis, on va avoir des parents qui vont coter sur leur propre pratique parentale. Puis, on va essayer de faire correspondre ça aussi avec la perception du jeune adulte, de comment son parent était avec lui quand il était plus jeune. Fait que ça va être des groupes familiaux, dans le fond, qu'on va prendre. OK, je vais essayer de reprendre la question. Ce que j'ai compris, c'est comment qu'on aborde le développement. Est-ce que je me suis intéressé à ça? Puis avec deux manières. La première étant de s'intéresser aux forces puis faire ressortir les forces chez l'enfant. La seconde, faire ressortir les faiblesses. Puis voir s'il y avait une différence dans ces deux manières d'interagir là avec l'enfant qui peut plus mener. Non, j'ai pas étudié ça. Ce sera une discussion qu'on pourra avoir après parce que à chaud comme ça, j'ai pas. Je pense que je dirais un peu n'importe quoi, donc j'aime mieux m'abstenir à ce moment-là. Mais c'est une bonne question, en effet. On va y aller dans un côté positif, là. D'une façon, mettons, humaine et morale, là, parce que moi, je vois une ferme de famille, mais ça marcherait pas. On ne peut jamais éliminer les biais.
Puis la question de se poser, c'est est-ce que c'est utile de limiter les biais dans ce contexte-là? L'objectif de mon étude, c'est de récolter des données sur comment les personnes perçoivent comment leurs parents ont été, puis de contraster ça un peu avec comment les parents le voient aussi, mais mon objectif, c'est que ça soit utile en psychothérapie. Fait que quand quelqu'un vient puis se présente en psychothérapie, elle va pas se présenter d'une manière sans biais complètement. Fait que le fait d'identifier qu'une personne peut mettre de l'avant qu'elle a vécu dans un tel environnement ou tel environnement, puis si on constate que les gens qui ont une tendance à avoir la pathologie du narcissisme rapportent des parents froids de manière générale, des parents contrôlants, ben on peut avoir cette oreille-là dans la séance de psychothérapie puis se dire ça peut nous aider à faire des liens dans le fond. Fait on ne veut pas nécessairement limiter tous les biais, mais c'est sûr que la seule manière qu'on a trouvée en ce moment pour limiter les biais, outre des études longitudinales qui vont durer sur 20 ans, c'est de prendre deux perspectives, fait que celle des parents puis des enfants. Oui? On va dire que quand on parle de génétique, dans ce que j'ai lu, puis je pourrais me tromper, il y a une composante héréditaire, mais on va parler plus d'une disposition. C'est comme s'il y avait une disposition à, si c'est déclenché, à développer cette pathologie-là, mais que c'est pas nécessairement 100% mes parents, c'est d'un gène, puis ça se développe. C'est comme si... puis c'est pour ça que j'essaie de tester les effets d'interaction pour dire... Ben c'est pas parent-enfant, la personnalité, c'est pas comme juste d'autres types de maladies qui sont plus héréditaires, mais c'est ça, ça va être vraiment comme quelque chose qui pourrait mettre la table à ce que s'il y a d'autres conditions qui se présentent, ça se développe par la suite. Là. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour les questions, mais Arnaud va Merci. Merci à tous. Donc, c'est maintenant la fin de notre belle soirée. Ouais, on est déçus, hein? Je voudrais d'abord vous remercier, vous, cher public. Merci d'être présents encore et toujours. Mon Dieu, ça sonne fort maintenant. Merci d'être là. C'est grâce à vous, finalement, qu'on peut continuer de diffuser la science. Donc, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir quand même. J'aimerais ensuite remercier encore une fois toutes les personnes présentatrices qui se sont prêtées au jeu ce soir. Donc, merci à Charlotte Boilard, Élie Côté, Anaëlle Moreau, Myriam Isabelle Ducharme, Mélina Trahambachan, Anne-Sophie Lasselle, Véronique Baudry, Raphaël Massé, Rachel Guertin et Arnaud Lapierre-Bédard. On vous applaudit. Merci aussi à l'équipe de Bistro Brun. Donc, ce soir, on avait Anna-Ève à l'accueil, Loïc à la captation vidéo, Alexis qui est toujours là, comme vous le savez, et Émilie qui avait un double chapeau aujourd'hui de collaboratrice, mais aussi de bénévole. Puis Alexis veut que je me remercie à l'animation, fait que merci moi-même. J'aimerais maintenant dire merci au BOC de nous accueillir encore et toujours. Donc, ce soir, on avait Andy, Laurence, Anne-Chloé et Elliot au service, David en cuisine et Charlie à la technique. Merci à vous. On lâche pas, il en reste pas long. J'aimerais remercier nos collaborateurs pour la soirée, l'AEPSUS, le REPSUS, ainsi que nos commanditaires, la GEG, le SAREUS, la FEUS et le REMDUS. Merci. Donc, comme à l'habitude, on accepte les dons à l'entrée. Si vous avez envie de nous encourager, si vous avez aussi envie de nous encourager, on a le 26 mai prochain notre événement bénéfice qui se passe ici même au BOC de 5 à 7. L'entrée est payante simplement pour nous permettre d'être avec vous encore l'année prochaine et d'organiser de beaux événements. Donc, soyez présents. On va bientôt afficher un code QR derrière moi pour ceux qui